Voici pour cette deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 6, épisode 28. Deuxième partie qui sera particulièrement importante parce que je voulais, avec bien sûr les membres, véhiculer un message assez d'une tonalité assez grave compte tenu de ce qui est en train de se passer. Et il est temps pour nous de faire le point, non seulement sur la situation, les implications au plan sanitaire, et ensuite, éventuellement, l'attitude à adopter face à ça. Ce qui a déclenché un petit peu cette précipitation, c'est l'annonce par Emmanuel Macron, comme je l'ai dit en première partie, de l'instauration, on peut le dire, d'un nouvel ordre social, où il y a deux catégories de citoyens, ou plus exactement où il y a des citoyens d'une part, et des gens progressivement dénués de droits, et de plus en plus mis au banc de la société de l'autre. C'est quelque chose que l'on n'aurait pas cru possible il y a encore 2 ans, avant que tout cela démarre, même si les plus avertis savaient que des choses se préparaient, et qu'ils ne sont pas nécessairement très étonnés de voir ce qui se met en place. Mais en tout cas, c'est là que nous nous trouvons au jour d'aujourd'hui. Donc, les annonces l'annonce principale d'Emmanuel Macron, c'est un projet de loi qui est encore en discussion entre l'Assemblée, le Sénat, etc., mais qui sera voté avec toute une série de restrictions prévues essentiellement sur les déplacements des personnes, ainsi que leur droit, ou pas, à se rencontrer, dans quel volume, etc., et à instaurer ce système de régulation des mouvements de population dans la durée, étant entendu que ceux qui ne sont pas vaccinés verront leur liberté de mouvement considérablement entravée. Et comme je le disais aussi dans la première partie de l'émission, il y a déjà, on le voit, on le discerne, un risque grandissant sur la capacité de simplement pouvoir vivre, c'est-à-dire d'aller se fournir dans un magasin pour pouvoir accéder à l'alimentation, par exemple. Pour ne citer que cela, je ne parle même pas d'accéder à des soins, mais pour des maladies qui n'ont rien à voir avec le Covid-19, je veux dire accéder à un hôpital. De fait, une fois que ce passeport sanitaire serait mis en place, quelqu'un qui ne serait pas vacciné, eh bien, en tout cas, la question se pose, c'est peut-il accéder à un hôpital si jamais il a le cancer, si jamais il fait une crise cardiaque, si jamais il a un accident dans la circulation, est-ce que les pompiers vont le prendre en charge, etc. Bon, vous comprenez, donc les conséquences sont absolument ahurissantes. Je pourrais aussi extrapoler, garde des enfants. Vous avez divorcé de votre femme ou de votre mari, vous avez la garde des enfants. Est-ce que si vous n'êtes pas vacciné, on va vous laisser avoir la garde de vos enfants, etc. C'est ahurissant en termes de retombées. Donc je voulais que nous arrêtions sur ce moment-là, qui est un moment très important, probablement le moment le plus important depuis ces 18 derniers mois. Confinement compris, etc. Même si déjà en soi, c'était déjà un tournant. Avant que je lance la discussion, est-ce que sur ce qu'a annoncé Macron, vous voulez dire quelque chose? Ou ce que j'ai dit là tout de suite? Ce que tu as dit était complet? La vente des organes. Mais vous êtes malade, non? J'ai une tête à vendre des organes, moi. Ils ont quand même des têtes à empoisonner des puits. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais, Alexis. Oui, tu as dit donc le pass sanitaire, le passeport sanitaire s'impose, donc pour aller dans un supermarché ou centre commercial dans un premier temps, ce sera nécessaire.
également dans l'accès à l'hôpital. Et puis, donc, un des points importants de la déclaration de Macron, c'est donc la vaccination obligatoire des soignants. Il y a ça aussi. Oui. À mon avis, c'est une volonté de saucissonner, puisqu'en fait, il a dit qu'on allait vers la vaccination obligatoire, et que l'idée, c'était que tout le monde le fasse sous la pression ou pas, parce que certains le font de bon cœur. Donc, en fait, je pense Macron veut saucissonner les publics, hein, disons que certains pourraient se dire par égoïsme, ah oui, moi je suis pas concerné, je suis pas soignant, alors bon, et puis le resto j'y vais pas trop, alors bon, de toute façon peu importe. Non, c'est très grave, c'est quelque chose qui nous impacte. Non, impacter c'est pas très français, ça vient enfin peu importe, c'est quelque chose qui nous touche, touche tous, bien sûr. Oui, c'est vrai que c'est il surfe en fait sur l'égoïsme latent des différentes catégories de la population qui existent, faut pas se tromper, en disant bon, ceux qui veulent pas se vacciner, après tout, si ça les concerne pas tout de suite, immédiatement, ils vont rester un petit peu dans l'attentisme, alors que les soignants, je vais leur mettre directement la pression et voilà. Effectivement, pareil pour les pompiers, on en avait parlé de toute façon la semaine précédente. Il y a une réaction officielle, mais pas d'appel non plus à réagir. Donc une réaction officielle de la principale organisation syndicale de pompiers professionnels protestant contre l'obligation de vaccination, d'accord, mais où est le mouvement de grève? Où est le mouvement de contestation généralisée de la part des pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires? Nulle part, d'accord. Donc vous sentez que tout simplement pourquoi? Parce que ils sont tenus par l'État. Ce sont des services de l'État. Les pompiers sont des services de l'État. Donc évidemment là, ils sont entre le marteau et l'enclume, et vous avez un nombre grandissant de gradés qui savent pas quoi faire en fait, parce que c'est pas dans leur culture, c'est des militaires quand même les pompiers, donc c'est pas dans leur culture de se révolter contre l'État, forcément. Donc il y a des cas de conscience qui se posent, je veux dire. À mon avis, chez les volontaires, c'est autre chose. Évidemment, une force beaucoup plus civile par définition. Là, on pourrait peut-être voir quelque chose se former. Je précise aussi, avant d'enchaîner sur le fond de la discussion, qu'il y a eu des manifestations ce week-end, à Paris notamment, mais dans toute la France, 150 000 grosso modo personnes sur le pavé, mobilisation au pied levé, dans un environnement médiatique ultra hostile, alors qu'il n'y a aucun parti politique qui est derrière, rien. Très gilet jaune finalement dans l'esprit. Je dis dans l'esprit, c'est-à-dire il n'y a pas d'organisation qui se trouve derrière, c'est pas des partis, c'est pas des associations, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi je dis que c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. En plein été, avec un cagnard comme ça, alors que les gens ont qu'une envie, c'est parce qu'ils ont relâché un peu la pression au niveau des contrôles, ils ont qu'une envie, c'est d'aller à la mer, ils sont en vacances, etc. À Paris, etc. C'est vraiment pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Moi j'étais assez positivement surpris quoi en fait. Je sais pas ce que vous en dites de ces mobilisations, des images que vous avez vues. Moi, je trouve ça très 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 encourageant, comme tu dis, c'est au pied levé. Il a fallu répondre dans les jours qui suivent l'allocution. Ouais, je crois que c'est un bon signe. C'est un bon signe. Je regardais les papiers européens, etc. Ils disaient le gouvernement est inquiet. Ils essayent de pas trop laisser transparaître, mais ils sont inquiets par la sociologie des manifestants. Donc il dit il y a de tout, des familles. Ce qui les inquiétait beaucoup aussi, c'est qu'ils ont noté la présence de gendarmes en civil, de pompiers, de policiers, etc. Donc en fait vraiment toute l'étendue du spectre social français, quoi. En fait, donc ils se sont dit c'est pas bon parce que c'est pas juste des hystéros. Vous voyez, c'est pas juste soit des fouteurs de merde professionnels qui sautent sur n'importe quel cortège pour descendre dans la rue et gueuler. Soit éventuellement des illuminés un peu foufou, et ils disent voilà, non, là ça correspond à un vrai mouvement dans l'opinion. Ça les inquiète. Donc quand vous ajoutez la diversité et la représentativité du mouvement, sans organisation dans la durée, sans parti, rien, et que les gens vont dans la rue en plein été, alors que tout le monde est censé être à la mer et malin, c'est pas mal. Moi je dis que c'est pas mal du tout. Attendez que les gens commencent à comprendre ce qui se passe, on peut quand même espérer une réaction qui s'organise un petit peu mieux. En tout cas, c'est bien. Alors, moi, j'ai vu dans les journaux que certains députés de la République En Marche avaient reçu des menaces de mort. Ah tiens, pourquoi donc? Je ne comprends pas.
Je ne sais pas, peut-être un réflexe de défense, voilà, d'autodéfense de la part du peuple français. Donc ces gens-là sont très très chagrins, hein. Les procureurs, machin bidule, ont été évidemment mobilisés pour traquer les récalcitrants. Enfin bon, voilà. Mais visiblement le ton monte, hein. Il y a des gens qui sont pas contents du tout. C'est très très bien. Ah, j'ai vu je crois que c'est à Châteaulin en Bretagne, il y a eu une descente dans la permanence de Ferrand, cette infâme crapule devant l'Éternel, qui d'ailleurs a payé un bel immeuble à sa maîtresse d'ailleurs au terme d'une escroquerie. Oh, putain, pas piqué des hannetons. Effectivement, le public qui a surgi dans sa permanence lui a signifié qu'il ne souhaitait pas le voir vivre particulièrement longtemps. Mais j'en sais pas davantage, c'était dans la presse, dans Ouest France. Le journal de Collabo aussi, il en est aussi, d'ailleurs. Soit dit au passage. Bon, pour dire voilà que le ton monte, hein, quand même, hein, parce que c'est pas non plus tous les jours qu'on nous renvoie des menaces de mort. Donc, bon. Oui, disons pas dans cette forme-là, mais je vois pas de quoi ils se plaignent, c'est la semaine du 14 juillet, le 14 juillet c'est la prise de la Bastille, je veux dire, là c'est quoi la prise de la Bastille officiellement, hein, il faudrait y revenir, mais officiellement c'est la plèbe qui s'empare du château, hein, en décapitant les gens qui le contrôlent. Donc je sais pas, moi, hein, au bout d'un moment, à force ils envoient des messages dans la population en disant oui, monsieur c'est un rite et tout. Il est possible que les gens commencent à prendre les choses au pied de la lettre. Je sais pas. Mais quand on voit le ton avec lequel certains de leurs laquais parlent au peuple français, moi je me souviens de ce gros lard là, d'énorme pachyderme, qui disait qu'il fallait envoyer les gens se faire vacciner encadrés par 2 flics. Ah, le Chypre. Ouais, le Chypre, ouais. Quand on parle comme ça aux gens, venez pas chialer après si on vous répond sur le même ton, hein. C'est pas faux, je crois qu'il y a une certaine cohérence, effectivement. Vous cherchez un petit peu les emmerdes aussi, donc vous allez finir par les trouver, et vous devriez être content que c'est que des menaces, parce que, qui sait, ça va peut-être passer à l'action à un moment-ci, hein. Il s'agit d'une frange défaitiste et capricieuse de la population, a dit le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Capricieuse, et quoi? Et défaitiste. Oh, il ferait un très beau Mandel, celui-là. Il ferait un très beau Mandel. Attal, qui a pour seule qualité, deux. Il en a que 2, être juif et homosexuel. C'est ce qui lui vaut d'ailleurs le porte-parole là. Et on précisera que surentubé par un sous-fifre de Macron, ça lui a voulu à un moment donné un numéro 2 au ministère de l'Éducation nationale d'être très poussif, et on l'a bombardé porte-parole pour aller répandre ses miasmes à droite à gauche, en plus du HIV. Ça fait ton sur ton. Bon, voilà, c'est à l'image. Non, je veux dire, un porte-parole comme ça, il est tout à fait à l'image d'abord de cette République, qui est quand même juive, juste entre oignons, il faut le souligner. Et deuxièmement, à l'image du macronisme, hein, qui est un navire en perdition. À ce stade, je veux dire, le Titanic a de meilleures chances de s'en sortir. Mais bon, alors, passons dans le dur. Parce que je voulais faire un travail de pédagogie. Alors, je vais citer La Voix du Nord. Vous connaissez ce journal communiste, au sens strict, hein, c'est un journal communiste, hein, La Voix du Nord, hein, dans le nord de la France. Hein. Antifa, etc., mais vraiment communiste, historiquement. Les gens peut-être ne le réalisent pas parce que d'abord on ne leur explique pas, c'est pourquoi sommes-nous rentrés au niveau global, pourquoi les élites globales ont dit qu'il fallait rentrer dans cette phase de vaccination folle. Quel était l'objectif allégué? C'était l'immunité collective. D'accord? C'était ça qui était visé. L'immunité collective. Collectivement, il y aura une grande majorité de gens qui seront immunes au virus, réduisant à rien la transmission dudit virus. Alors je cite La Voix du Nord pour un peu recontextualiser. Hein. Pour espérer un retour à la normale, le papier date de cette semaine, je précise. Hein. Pour espérer un retour à la normale, il faut atteindre ce que l'on appelle l'immunité collective, soit la proportion de la population qui doit être vaccinée pour qu'il n'y ait plus de risque d'épidémie. Cette proportion dépend de la transmissibilité du virus. Actuellement, avec un virus très contagieux, on a besoin de vacciner une proportion importante de la population pour revenir à la vie d'avant, en un seul mot. On va revenir sur tout ça, hein, mais je vous donne la version officielle.
Alors, c'est présenté sous forme de questions-réponses en fait, donc c'est assez didactique. D'où sort ce chiffre et comment est-il calculé? Alors ça c'est par rapport au nombre de personnes qui doivent être vaccinées pour être enfin, pour disposer enfin de l'immunité de groupe tant recherchée par les décideurs. Alors en fait ils ont dit qu'au départ c'était 60%, maintenant c'est 90%. Selon une étude de l'Institut Pasteur, il faudrait que 90% des adultes soient vaccinés dans l'Hexagone d'ici septembre pour mettre fin aux mesures de contrôle de l'épidémie. Comment est-on parvenu à ce chiffre, alors qu'il y a quelques mois de cela, des seuils de 60 ou 70% étaient évoqués pour freiner le virus? Ces seuils ont été révisés à la hausse face à l'émergence de nouveaux variants plus contagieux. On va y revenir d'ailleurs. Le variant Delta est 60% plus contagieux que le variant Alpha, lui-même plus contagieux que le variant qui circulait en mars 2020 en Europe. Donc le premier de Wuhan, nous explique Pascal Crépet, enseignant-chercheur en épidémiologie et en biostatistique de l'École des hautes études de santé publique à Rennes. Et le scientifique de détailler le calcul, bon, je passe les détails, c'est pas très intéressant. Voilà. L'objectif, pour obtenir l'immunité collective, c'est 90% de personnes vaccinées. Je crois qu'aujourd'hui, d'ici septembre, aujourd'hui on est à 50% je crois, totalement vaccinés. Combien c'est? Est-ce qu'on peut faire le point là-dessus? Pas une dose, mais 2 doses. Est-ce qu'on a à peu près les chiffres là? J'ai vu moi 36,7%, mais est-ce que 36,7 millions de gens, pardon. Mais est-ce que c'est double vacciné? Je ne sais pas. Plus qu'une dose. Enfin, au moins une dose, mais... Bon, il y a un petit peu de délai. Alors, comment dire? Ça, je souligne ce point très important parce que les gens peuvent se retrouver dans un état de confusion entre le fait d'être vacciné pour ne pas avoir de forme grave et les buts allégués de la vaccination collective à grande échelle pour atteindre cette immunité de groupe. Parce que les gens peuvent se tromper. Évidemment, le but allégué, c'est-à-dire le but atteindre l'immunité collective, aboutit à ne plus avoir de forme grave, en général. Oui, c'est sûr. Mais les gens ont tendance à inverser conséquences et causes. Et ils se disent, ah bah oui, mais comme actuellement, il y a pas mal d'infections, mais pas beaucoup de formes graves, eh bien, le but est atteint. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et on s'y arrêtera. Non, c'est pas parce que actuellement vous n'avez pas beaucoup de formes graves que le but est atteint. Le but, c'est l'immunité de groupe. C'est ce qui était dit par les autorités. On vaccine en masse pour obtenir l'immunité de groupe, et de l'immunité de groupe découlera, l'absence de formes graves. Et les gens se disent, ah bah puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de forme grave, l'objectif est atteint, la vaccination est en train de réussir. Non. Et comment on le sait? On le sait par rapport au Royaume-Uni. Et là on va y venir. Mais je voulais souligner ce point très important, c'est-à-dire que c'est pas parce que la vaccination, temporairement, dans une phase transitoire, a un succès face aux formes graves, comme c'est le cas aujourd'hui, que vous avez réglé le problème. Le but n'était pas de juguler les formes graves, au sens strict, le but était l'immunité collective. Or, aujourd'hui, on ne peut pas obtenir l'immunité collective. Ça, on le sait déjà. C'est ce que les médias ne disent pas, c'est que les autorités sanitaires ne disent pas. Pourquoi? À cause des variants. Les gens ne savent pas ça, mais les variants créent de fait une famille de virus. Donc on est déjà en train de courir après des virus, si vous voulez, qui sont déjà en train d'être remplacés très rapidement par des variants, ce qui va appeler une nouvelle vague de vaccination. D'accord? Donc l'immunité de groupe, on oublie, c'est terminé. L'objectif est raté. Alors, je vous le dirais, c'est mon avis, mais ils savaient que ça ne marcherait pas. Mais ça a été vendu comme ça. Les gens ne comprennent pas ça. C'est raté. L'objectif de la vaccination de masse n'est pas rempli. Et il ne sera pas rempli à cause des variants. C'est trop tard. D'accord? Le virus échappe à la vaccination déjà. Vous comprenez? C'est déjà trop tard. Donc, objectif raté. Donc les gens qui se focalisent, oui mais il n'y a pas de forme grave, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. C'est que les variants qui vont arriver vont générer des formes graves. Ok? D'accord?
Et on va rentrer dans la mécanique de la vaccination qui fait que ces nouveaux variants seront beaucoup plus dangereux, beaucoup plus infectieux que celui d'origine, qui au départ n'était qu'une grosse grippe, comme on l'a toujours dit. C'était qu'une grosse grippe, et il n'aurait fallu rien faire en fait au départ. Bon, voilà. Mais que les gens comprennent bien, ils sont en train d'appeler à vacciner en masse, ils vous disent il faut le faire très vite pour l'immunité de groupe, ça n'aura pas lieu, il y a des variants, c'est fini. Voilà, et ça je voulais y insister. Donc on vous ment activement. J'écoutais encore Véran qui disait oui, les gens qui ont été affectés récemment de formes graves n'étaient pas vaccinés, etc. Obsolète, discours complètement obsolète, ça n'a plus rien à voir. Allons vers la Grande-Bretagne, si vous le voulez. Vous pouvez m'arrêter quand vous le souhaitez, bien sûr, pour préciser une chose ou une autre. Donc, en tout cas, objectif stratégique, échoué. Échoué. Alors ça devient caricatural en Grande-Bretagne. Il faut suivre de près ce qui se passe en Grande-Bretagne, qui a été cité avec Israël comme étant le nec plus ultra de ce qui devait se faire, notamment en termes d'ampleur de la vaccination. Ils sont très efficaces, ils vaccinent énormément, c'est extraordinaire. Je crois qu'ils sont à 70% de nombre de vaccinés, je crois. Chez les adultes, c'est encore plus. Enfin, vraiment, c'est on pique. Dans les temps, officiellement, c'est censé être génial. Alors, annonce aujourd'hui même, le ministre de la Santé britannique, Sajid Javid, donc il est d'origine pakistanaise, hein. C'est le ministre de la Santé quand même, a annoncé avoir été testé positif au Covid-19 à 2 jours de la levée de la quasi-totalité des restrictions en Angleterre. Alors en fait, il disait voilà, on a suivi l'agenda, on a vacciné en masse, la carotte c'est la levée des restrictions, le ministre de la Santé annonce qu'il est positif. Je vous annonce aussi qu'il est doublement vacciné. Donc là, vous allez commencer à voir dans notre discussion et dans cet exposé que commence à y avoir des informations qui contredisent le narratif officiel. Alors on nous avait dit oui, le vaccin n'empêche pas totalement la contagion, mais il la restreint drastiquement. On nous avait dit voilà, c'est drastique. Vous vous rappelez de ça? J'ai vu même des chiffres, une étude américaine, un non vacciné est 12 fois plus infectieux qu'un vacciné. Ça c'est pas vieux, ça a 10 jours. Ça. Bon, vous allez voir que les chiffres sont pas tout à fait pareils. Alors le ministre de la Santé est déjà testé positif, il est double vacciné depuis le mois de mai. Bon, donc voilà, non, le virus circule chez les vaccinés et très vite. Et l'Angleterre est en train de nous le montrer. Alors le bilan sur la situation anglaise au jour d'aujourd'hui, ça c'était samedi, le Royaume-Uni a enregistré, je cite le Télégraphe là, le Royaume-Uni a enregistré 54 674 nouveaux cas de Covid-19 et 41 décès supplémentaires. Ce qui est trompeur, c'est le nombre de décès, mais j'en ai parlé un peu. Donc le nombre de décès a légèrement diminué. Les cas ont augmenté de plus de 40% au cours de la semaine dernière. Alors, peut-être qu'on peut s'arrêter là-dessus. Donc voilà, en Angleterre, vaccination à bloc. 55 000 pratiquement infections quotidiennes. Ok. On s'approche du record de janvier qui était à 68 000. D'après les prévisions des médecins en Grande-Bretagne, dans quelques semaines, on est à 100 000 par jour. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu juste sur cette drôle de situation? Et alors, ils disent aussi, je vous précise, ça c'est le Financial Times qui le disait, dans peu de temps, la grande majorité des cas d'infectés se trouveront chez des gens vaccinés et pas chez des gens non vaccinés. Ok? Donc, est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette situation où les vaccinés en masse au Royaume-Uni sont en train de se faire réinfecter ou infecter sous nos yeux à très grande échelle? C'était pas censé arriver, on est d'accord, hein? Pas à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut en parler quand même un petit peu? Oui, comme tu l'as dit, le Royaume-Uni et Israël ont été considérés comme des modèles. On vaccine vite et il n'y aura pas de problème et on va réouvrir et tout ira bien. Donc le Royaume-Uni songe à de nouveau réintroduire des restrictions parce que il y a effectivement des contaminations. Et Israël songerait aussi à refermer en partie certaines activités. Le nouveau Premier ministre Naftali Bennett a dit aussi que
le vaccin ne protégeait pas, donc eux ils ont utilisé Pfizer surtout, ne protégeait pas contre le variant indien. En tout cas, c'était beaucoup moins efficace que prévu et qu'ils réfléchissaient. Bon, mais c'est vrai que les gens qui nous ont vendu la vaccination ont menti sur beaucoup de choses. Par exemple, ils nous ont dit ouais, mais en Israël tout va bien, sauf que un pays voisin qui lui n'avait pas vacciné, enfin notamment la Jordanie, le Liban aussi, je crois, ça se passait également bien et pourtant eux n'avaient pas fait ce choix de campagne vaccinale massive. Donc le Royaume-Uni serait infect. Alors après, il faudrait voir est-ce que les gens tombent vraiment gravement malades, qui tombent malades. Bon, mais ce que j'ai vu également, c'est que désormais, enfin ces dernières semaines, en Angleterre, revenaient les morts de la grippe, qui avaient curieusement disparu. Là, j'ai un docteur anglais là qui a rapporté ça. Il dit entre décembre 2020 entre décembre 2019 et juillet 2020, on a comptabilisé 394 morts de la grippe dans le Royaume-Uni. Sur un pays qui est grand comme la France quasiment, enfin en tout cas pour la population. 394 morts, c'est pas grand-chose, donc ils avaient tout classé en coronavirus. Et là maintenant réapparaissent petit à petit, ce qui veulent pas dire que les gens meurent du Covid. Donc là, c'est ça. Donc on a affaire à des manipulateurs. Combien du coup de morts de la grippe là en ce moment là qui reconnaissent? Là, par contre, j'ai pas de. Là, j'ai pas de chiffre, ouais. Il dit que ça remonte, ça repart à la hausse, quoi, le nombre de morts de la grippe, quoi. Ouais. Exactement, oui. Oui, donc en gros, pour nos éditeurs, hein, en gros, voilà, c'est vrai qu'ils nous ont dit que pendant 1 an et demi, il y avait plus de morts de la grippe, plus de morts de pneumonie, enfin, ils avaient complètement disparu des radars. Et là, non, mais la vaccination, ça marche. Il y a plus de problème, tout est sous contrôle. Et là, tout d'un coup, tiens, les morts de la grippe. En fait, on transvase les données. Hein, vous avez compris, on transvase les données. Quand c'était intéressant de prendre les morts de la grippe, on les foutait dans les données Covid. Maintenant que c'est plus intéressant de les mettre dans les données Covid, on dit allez, on les remet dans les données de la grippe. Bon, on se paye la tête des gens. Hein. Il faut bien comprendre ça, quoi. Oui, cela dit aussi un point, c'est que donc le professeur Montagnier avait intervenu plusieurs fois sur le sujet, comme on le sait. Bon, c'est lui qui est le premier dans la sphère francophone qui avait évoqué l'histoire de peut-être un virus artificiel. Alors, on peut tout à fait avoir un virus qui mute et qui soit en partie artificiel. Le professeur Montagnier a récemment parlé, il a utilisé le mot chimère pour dire que il confirmait son idée que le Covid-19 était issu d'un laboratoire, de Wuhan probablement, mais et que ça n'empêchait pas, il y a une partie qui est naturelle, donc il y a une partie qui mute. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut être artificiel et en partie est muté. Il est hybride. Enfin, c'est ça que tu veux dire. Il est hybride, c'est-à-dire qu'il y a. Voilà, d'accord. Et la partie naturelle dans ce virus hybride fabriqué en laboratoire peut continuer à évoluer dans la nature, en fait. Oui, tout à fait, oui, c'est ça. Et puis également, il avait dit que donc les vaccinations étaient à l'origine des variants. Oui, donc ça c'est un fait. Vas-y, je t'en prie. Voilà, donc en fait, nous avions raison de dire qu'il fallait se méfier de la vaccination, alors que les vaccins aient été préparés il y a longtemps, comme le pensent certains, ou qu'ils aient été préparés comme c'est le cas officiellement, c'est-à-dire en quelques mois, selon un génie, etc., de recherche, ou que sais-je encore. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, on voit que c'est pas efficace. Et on voit qu'il y a des gens il y avait le cas de Roselyne Bachelot, par exemple, qui avait, elle, fait un Covid juste après le vaccin. Donc, en réalité, quand on répand le mal, il semble logique de pas l'éradiquer en réalité. Donc nous avions raison, on va pas non plus trop se lancer de fleurs, mais enfin bon. Moi j'ai pris l'exemple de la variole. La variole est une maladie contre laquelle on a vacciné depuis le milieu du 19e siècle, 1860 environ. Ça a été même rendu obligatoire dans certains pays, mais ça n'avait pas empêché des pics épidémiques bien après que tout le monde soit vacciné dans des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Et un siècle plus tard, après la Deuxième Guerre mondiale, on était toujours à vacciner contre la variole. Là, vous me direz, à l'époque, il n'y avait pas de réfrigération, il y avait ce qu'on appelait vaccin, c'était également en intramusculaire, mais c'était un autre principe. Mais il n'empêche que quand on présente les vaccins comme ayant éradiqué cette maladie d'un coup de baguette magique, il a fallu quand même plus d'un siècle, et encore. Certains pays, étaient revenus en derrière, certains médecins qui disent non, mais ça marche pas, votre truc, on est obligé d'arrêter. J'ai vacciné 4 fois et on a des épidémies, c'est pas normal. Donc, d'ailleurs, je termine là-dessus.
le docteur qui s'appelle Bourwald, donc était jeune médecin lors de l'après-guerre. Et donc on avait vacciné massivement, à l'instigation notamment des Danois, on avait vacciné en Allemagne. Et il avait fait des recherches dans les archives médicales et il a vu que toutes les personnes qui étaient mortes de la variole avaient été vaccinées contre la variole. Et à l'inverse, il avait des gens autour de lui qui avaient survécu à cet épisode épidémique et qui avaient pour point commun, notamment parmi le personnel médical, de ne pas avoir été vaccinés. Donc le fait de se vacciner n'est pas se protéger. Dans certains cas, peut-être dans certaines maladies, ça fonctionne bien, je ne sais pas, mais en tout cas, dans un certain nombre de maladies, c'est évident, c'est que ça fonctionne pas. En tout cas, ça fonctionne pas pour tout le monde. Et ça peut même répandre le mal, ou l'obliger à muter, et donc l'obliger à devenir aussi plus contagieux, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est pas la baguette magique, certain. Ah oui, non, mais ça, il faut absolument débunker cette histoire. Comment dire, l'exercice de vaccination de masse, je l'ai dit, visait à atteindre, et c'est encore répercuté par les grands médias, l'immunité collective. Ce que ne disent pas les médias en France aujourd'hui, c'est que cet objectif ne pourra pas être atteint. Donc c'est un échec. La vaccination est un échec, en gros. Comme on le sait, à cause des variants. Donc c'est déjà réglé. Quand on a lancé la machine vaccinatoire avec Bill Gates, etc., mais ces gens-là avaient un autre objectif, et on va en parler. Mais officiellement, quand ils ont lancé la machine vaccinatoire, ils ont dit, voilà, on va piquer tout le monde, on va créer une immunité de groupe, et on ne parlera plus jamais de ce virus. C'est ça qu'on a dit. Et le problème que nous avons, c'est que vous avez eu des variants qui ont rendu la stratégie totalement caduque. Ce qu'on a dit, ce que personne n'a dit. En tout cas, les médias n'ont dit ça à personne. Et maintenant, on va voir les vrais effets dans cet environnement de la vaccination. C'est-à-dire face aux variants. Vous avez des variants dans tous les sens. Un vaccin unique, ça peut pas fonctionner. En Grande-Bretagne aujourd'hui, donc statistique officielle, 47% cette semaine, 47% des cas d'infection sont retrouvés chez des gens vaccinés. Alors, faut faire abstraction de l'histoire des formes graves, etc. Ça, c'est pour bourrer le mot aux gens, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que ça démontre que le vaccin n'a pas cantonné le virus. Il n'a pas limité le virus aux non-vaccinés. C'est pas vrai. Il tourne de plus en plus vite, de plus en plus massivement chez les vaccinés. Et inversement, de moins en moins chez les non-vaccinés. Parce que là, il y a une logique aussi, et les gens doivent comprendre ça dans le fonctionnement du virus, qui est un organisme vivant et qui s'adapte. Le virus fonctionne en termes de coût-bénéfice. Donc, qu'est-ce que j'investis en termes d'effort, d'énergie, et qu'est-ce que j'obtiens en retour, et pour quelle part de marché. D'accord ? Or, là, en quelque sorte, avec la vaccination, vous avez homogénéisé le marché. Le virus rencontre de plus en plus, sous l'effet de la vaccination, toujours la même réponse immunitaire. Donc toujours le même client. Du coup, les non-vaccinés deviennent progressivement une minorité qui se rapetisse toujours un petit peu plus, ce qui fait que le virus n'est pas incité prioritairement à contaminer ces non-vaccinés, parce qu'ils ne représentent qu'une infime partie du marché, progressivement. Et ce qui intéresse le virus, c'est de se répliquer le plus largement possible. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, plus ça va, plus on vaccine, plus le virus a un intérêt à s'intéresser aux vaccinés, et pas aux non-vaccinés. Deuxièmement, l'homogénéité de la clientèle. Il a toujours la même réponse, c'est-à-dire la réponse sur les protéines S-spike. Toujours le même mécanisme. Donc, une clientèle énorme, une réponse toujours identique, le virus est incité à muter sur ce segment particulier. Et pour lui, c'est comme gagner au loto. C'est-à-dire que si il parvient à circonscrire ce verrouillage autour de la protéine spike, c'est le jackpot. Il rafle des centaines de millions d'autres potentiels, voire même de milliards. À terme, si la vaccination continue. Vous voyez, c'est ça qui est en train de se produire. Et du coup,
là, on rentre dans cette fameuse mécanique de vaccination produisant des variants. Le virus est incité à produire des variants, car le marché lui dit que c'est là que ça se joue. Et nous qui ne sommes pas des vaccinés, on est de moins en moins intéressants, parce que pour lui, c'est beaucoup plus dur de venir à bout de nos défenses naturelles, vous voyez, de notre système immunitaire inné, alors que les autres, avec le système immunitaire adaptif, qui a été reprogrammé par la vaccination, il peut le subvertir avec quelques mutations. Avec quelques mutations, en comprenant le mécanisme sur les protéines spike, il peut le détourner. Et passer à travers. Vous comprenez ? Et quand vous comprenez, et c'est ça qu'il faut expliquer aux gens, quand vous comprenez cette histoire de coût-bénéfice pour le virus, et cette histoire de part de marché, vous réalisez que la vaccination est en train enfin, c'est une catastrophe virale. C'est une catastrophe virale, c'est-à-dire que c'est typiquement ce qu'il faut pas faire. Enfin, et là vous vous dites, c'est pas possible. Les mecs, ils sont nuls à ce point. Ou alors c'était l'effet qui était recherché. Là, la question elle est posée. Là, vous prenez des gens comme Geert Van der Bos, que j'ai cité dans 3 émissions maintenant. À la limite, la seule question qui se pose, c'est pas est-ce que ça va se produire comme ça. Il dit, mais en fait, alors lui il dit non, c'est une erreur. Et il reste sur cette position, c'est une erreur. Mais là, le seul débat, c'est est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est accidentel, cette stratégie qui va aboutir à une catastrophe virale. C'était voulu en fait au départ ou quoi? Alors les complotistes disent oui bien sûr c'est voulu absolument, c'était recherché. Voilà. Mais je voulais expliquer, présenter cette parce que sinon on peut pas comprendre la situation en Angleterre. Vous voyez, les gens sont là, le nombre de contaminés augmente, ils sont tous vaccinés, massivement vaccinés. Et alors l'argument du normie, c'est de dire ouais d'accord, ok, il y a 50 000, 60 000, mais c'est pas grave, il y a pas de forme grave. Ça c'est l'argument qu'on va vous rétorquer. C'est là que les gens n'ont pas compris que le but n'était pas de limiter les formes graves, ça c'était la conséquence, le bénéfice de l'immunité de groupe. Le but c'était l'immunité de groupe. Si vous n'avez pas l'immunité de groupe et vous pouvez pas l'avoir avec le type de vaccin anti-Covid dont on parle aujourd'hui, vous en avez rien à foutre que vous ayez pas de forme grave en ce moment, parce que les variants vont s'assurer que vous en aurez dans le futur. Et quand on voit les variants, parce que les variants mutent, ils deviennent de plus en plus dangereux. C'est ça qui est grave. Donc se référer à la maladie de Marek que j'avais citée, c'est que maintenant on rentre dans une sélection inversée où le virus est incité à muter pour devenir toujours plus contagieux à cause de la vaccination, toujours plus létal. Là, nous entrons dans une situation très grave. Là, ça devient très grave. C'est-à-dire que d'un